le bonheur. C'est la musique dans ma radio. FM 103.3. Vivre pour le plaisir. En cette presque fin du mois de juillet, on reçoit quelqu'un que j'ai envie de recevoir depuis longtemps. C'est Pascal Dufresne, qui a travaillé dans le domaine corporatif, à accompagner des entreprises à travers toutes sortes de projets de changement organisationnel. Donc, elle a travaillé dans ce secteur-là une vingtaine d'années. Et Pascal Dufresne s'est tournée vers le coaching et la formation. Elle aide principalement au développement des compétences humaines et relationnelles, les leaders de nos entreprises, les employés aussi, donc les organisations. Et vous savez bien qu'on a besoin justement de développer notre intelligence émotionnelle pour mieux communiquer dans les entreprises et avancer davantage. Mais ces théories peuvent s'appliquer très facilement à notre vie de tous les jours. Et étant donné qu'on s'adresse ici dans notre émission à des gens qui réfléchissent sur la vie, ou à tout le moins qui ont commencé à réfléchir sur le vieillissement et sur ce qui arrive dans quelques années à la retraite, qu'est-ce que vous allez faire du reste de vos vies? Mais peut-être qu'il y a des insatisfactions dans vos vies, il y a des choses que vous voulez changer pour le reste de vos jours, vous voulez être un petit peu plus heureux. Donc, si vous avez l'impression qu'un changement s'impose dans votre vie, que vous vivez un inconfort dans votre vie professionnelle ou personnelle, vous ressentez aussi le besoin de faire le point. Si on ressent ça une fois de temps en temps, moi assez régulièrement en tout cas, eh bien, je pense que le livre que je tiens entre les mains va vous intéresser. Ça s'appelle « Entre la tête et le cœur, voyage intérieur pour se découvrir et s'accepter ». Ça semble être un titre bien compliqué, mais on parle d'un sujet fort simple dans ce livre-là. C'est chez Béliveau Éditeur. Pascal Dufresne, bonjour. Bonjour Diane. Merci beaucoup Pascal d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de ce livre et de ton parcours de vie. Alors, on voit que tu as fait du coaching dans les entreprises, mais qu'est-ce qui t'a amené à écrire ce livre-ci? Bien, merci de me recevoir. D'abord, je suis très, très heureuse d'être ici aujourd'hui. En fait, j'ai commencé à écrire ce livre-là, pas dans le but d'écrire un livre. J'ai commencé à l'écrire pour moi. J'étais dans une grande période de transformation et de réflexion sur le sens que je donnais à ma vie, surtout professionnelle. Et à travers l'écriture, j'ai trouvé un espace pour me questionner, pour réfléchir, pour faire le point. Donc, au départ, c'était plutôt une écriture qui était destinée à me faire du bien, si on veut. C'était comme un journal personnel que tu écrivais avec tes réflexions, les questions. Et est-ce que tu répondais toi-même à tes questions dans ces premières pages? Oui, en fait, c'était toujours tiré d'une expérience vécue. Par exemple, j'avais un défi dans ma vie personnelle ou professionnelle. Et afin de surmonter ce défi-là, je réfléchissais, je consultais certaines personnes, j'avais des discussions avec des gens que j'estime autour de moi, je faisais quelques recherches dans des textes, des lectures. Et là, cette réflexion-là prenait forme sur papier. Et ça te donnait des outils pour continuer à avancer. Exactement. Donc, avant d'en arriver donc à ce livre que nous tenons entre nos mains, qui s'appelle « Entre la tête et le cœur », il y a eu beaucoup de réflexions justement entre cette pensée un peu cartésienne et les émotions que tu vivais sans doute face à certains défis. Peut-être qu'on peut donner des exemples concrets sans trop entrer dans ton intimité, mais des choses qui peuvent se dire à la radio sur ce que tu avais à vivre comme défi, ce qui était difficile pour toi et comment tu as développé les outils qu'on connaît maintenant grâce à ton livre. Peut-être que je peux vous ramener 47 ans en arrière, donc à l'année de ma naissance et dans ma petite enfance. J'ai vécu dans un environnement qui était très traditionnel, très religieux. J'ai fréquenté une école de religieuse et ensuite, à l'adolescence, je suis entrée au collège militaire. Donc, encore une fois, la rigueur. Oui, la discipline. La discipline. Et l'oubli de soi un peu. Oui, tout quand à même. fait. Ouais. Oui, beaucoup d'efforts mis sur la performance, les résultats. Donc, ne pas gaspiller. Moi, ce que j'entendais beaucoup autour de moi quand j'étais plus jeune, c'était qu'il ne fallait pas gaspiller les talents que Dieu nous avait donnés. Donc, c'était important d'être bon pour justement faire honneur à ce qu'on avait comme talent.
Et donc, un peu plus tard, je suis entrée à l'université, donc à l'École des hautes études commerciales, après avoir vécu une période assez difficile financièrement, donc matériellement. Donc, j'ai vécu la pauvreté, donc très peu de ressources matérielles et financières. Et ce qui m'a amenée à avoir une carrière où j'utilisais davantage mes compétences, si on veut, cartésiennes. Donc, la réflexion, la capacité à m'organiser, à me structurer. Donc, c'est ce qu'on apprend à l'école de gestion. Hein? On planifie, on organise, on structure, etc. Et donc, c'est ce qui m'a amenée vers ma carrière de conseil aussi, donc de conseil dans les grandes organisations. Et je m'étais fixé des objectifs de carrière, évidemment, comme on le fait tous. Et une fois ces objectifs rencontrés, si on veut, au point de vue matériel, j'ai réalisé que j'avais encore beaucoup d'inconfort. Mm-hmm. Ouais. J'avais 2 beaux enfants que je voyais assez peu parce que je voyageais beaucoup. Je travaillais très fort. J'avais une grosse maison, beaucoup de vêtements, grosse voiture. Je pensais avoir atteint ce que j'avais vraiment visé au point de vue professionnel. Et la vie m'a emmenée à travers certaines périodes de crise. Et à la vingtaine, à la trentaine, à la quarantaine. Et c'est celle majoritairement de la quarantaine, donc je raconte dans mon livre, mais celles d'avant ont été aussi tout à fait pertinentes pour moi parce que j'ai appris aussi beaucoup de choses par rapport à où trouver ses réponses, au fond. Oui, tout à fait. Sans révéler tout ce qui est dans le livre, il faut quand même un petit peu raconter certains pans de ces moments de crise que tu as vécu et que tu racontes dans le livre. Alors, au moment où tu les vivais, ces crises-là, est-ce que tu avais le temps ou la présence ou est-ce que tu prenais le temps de te poser à côté de la situation pour écrire ou bien c'est bien après que tu l'as fait? C'est plutôt après. Je dirais qu'à partir de ma jeune trentaine, j'ai plutôt été dans l'action. L'action me permettait justement de ne pas avoir à réfléchir, à ressentir surtout. Mm-hmm. Donc, à un certain moment donné, j'ai commencé à faire du yoga il y a une dizaine d'années. Et pour moi, ça a été au départ la recherche d'une certaine flexibilité physique. Et j'ai réalisé que c'était plutôt une flexibilité mentale, psychologique, intellectuelle que ça m'apportait. Et c'est à travers le yoga et la méditation que j'ai vraiment goûté à ce désir-là de m'arrêter, là, comme vous me disiez il y a quelques secondes, de m'arrêter et de prendre le temps. Et que ça goûtait bon. Oui. Que c'était utile pour moi, que ça me faisait sentir mieux. Oui, il y a des gens qui nous écoutent en ce moment qui sont à la retraite, qui ont pris leur retraite il y a quelques années et qui s'ennuient parce que leur vie n'est pas aussi pleine qu'elle l'était avant la retraite. Mm-hmm. Mais il y a des gens qui vont prendre leur retraite dans 10-15 ans seulement, qui nous écoutent et qui ressentent le malaise que vous avez ressenti, qui ont réussi dans leur carrière, mais qui ne s'entendent pas nécessairement avec leurs collègues de travail, qui ont beaucoup d'argent, beaucoup de vêtements, mais qui ressentent le malaise que vous avez ressenti. Alors, pour nous aider à comprendre un peu ce malaise, cet inconfort qu'on ressent, pas juste à un moment dans notre vie. Je pense qu'on ressent ça à tous les moments charnières, les moments où on enlève notre vieille peau de serpent, puis qu'on grandit, qu'on grandit, puis la peau, le vêtement qu'on avait avant, la façon d'être d'avant ne fonctionne plus. Ben là, on ressent un malaise à ce moment-là. Donc, comment on pourrait décrire ce sentiment-là de malaise et qu'est-ce qui le provoque? Ouais. Ben, écoutez, c'est les crises de la quarantaine et de la cinquantaine qu'on appelle les crises de milieu de vie. C'est maintenant documenté comme quoi la majorité des gens passent à travers ce phénomène-là. Et c'est une sensation d'être comme à côté de ses bottines. Une sensation qui a un inconfort permanent, même si on devrait être heureux avec ce qu'on a. Donc, les gens nous disent autour de nous, ben, il n'y a pas de raison pour toi d'être inconfortable, tu as des beaux enfants, tu es en santé, tu ne devrais pas être malheureux. Et pourtant, il y a une espèce d'inconfort qui subsiste et un paquet de questionnements. Donc, il y a
on se lève un matin avec un paquet de questions du genre est-ce que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant a vraiment eu un sens? Et là, on réalise qu'il y a une fin à notre vie, ce qu'on n'a peut-être pas réalisé dans la vingtaine, dans la trentaine, mais à un certain moment donné, on réalise qu'on n'est pas éternel, qu'il y aura une fin. Donc, est-ce que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant a eu un sens? Est-ce que ça a été utile? Est-ce que j'ai contribué? Et est-ce que je peux vraiment continuer le reste de ma vie à faire la même chose? Et est-ce que ça aura un sens aussi? Je pense que c'est beaucoup autour de la quête de sens. Et vous me demandez comment est-ce qu'on décrit ça? C'est vraiment un inconfort qui subsiste tout le temps, peu importe si on s'alimente avec des plaisirs. On continue de ressentir ce malaise, comme une espèce de mal-être. Parce que le plaisir, c'est quelque chose de très momentané. Oui, très éphémère. De très éphémère. Donc, si je mange du gâteau au chocolat, parce que j'aime le gâteau au chocolat, c'est un plaisir. Donc, je vais ressentir sur le moment une satisfaction. Si je mange du gâteau au chocolat 3 fois par jour pendant 7 jours par semaine, je vais avoir mal au cœur. Bien, le plaisir, c'est ce que ça fait. C'est éphémère, ça ne dure pas, puis même si on en ajoute, ça ne veut pas dire qu'on va être nécessairement plus heureux, tandis que le bonheur, c'est un état. Et lorsqu'on n'a pas cet état-là de bonheur, qui ne veut pas dire qu'on n'aura pas des périodes où on a des petits creux, des petites tristesses ou des petites colères, mais c'est plus un état qui est durable. Et c'est ça, je pense, qui manque quand on est dans cette période de crise-là. Est-ce que j'ai atteint le bonheur? Oui, puis on a l'impression que dans notre monde, en 2016, on court beaucoup après le bonheur. Oui. Puis quand on est en plus en période de transition dans notre vie de questionnement, on se sent coupable de ne pas être dans un état de bonheur incroyable parce qu'on a des enfants, parce qu'on a une belle maison, on réussit au niveau de notre travail, mais il manque quelque chose. Pourquoi exactement? Peut-être parce que, comme tu dis, l'essence de ce qu'on fait, la raison de ce qu'on fait n'est pas très consciente. Alors, il faut essayer d'examiner à ce moment-là qu'est-ce qu'il faut faire. Oui, exactement. Puis, je pense que c'est exactement ce que vous disiez. On a beaucoup de pression à être heureux. On en parle dans tous les livres, dans toutes les émissions. Sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. On voit juste le bonheur presque sur les réseaux sociaux. Il faut être heureux. Oui. Et si on n'est pas heureux, qu'est-ce qui se passe avec nous? On a manqué quelque chose. Donc, oui, on a échoué, pression. On est en sentiment d'échec. Exactement. Oui. Donc, ça amène cette pression-là qui c'est comme un peu un échec de ne pas avoir atteint ce bonheur-là quand on pense que tout le monde autour de nous l'a atteint, sauf nous. Exactement. Donc, alors, on sent qu'on est un loser. Oui. Donc, oui, parce qu'on est malheureux, puis là, on se cache. On veut pas que personne s'en aperçoive qu'on est triste. Oui, oui, ce fameux bonheur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre le temps. Puis on parlait de la fin de la carrière, la retraite. Oui, on a moins d'activités, etc. Mais ralentir, je crois que c'est nécessaire et ça fait partie du processus de prendre le temps et de se créer des espaces, tandis que ce qu'on nous offre souvent, c'est l'inverse. Donc, trouver le bonheur en 10 recettes faciles, comment vous pouvez atteindre le bonheur en 30 jours, c'est pas comme ça que ça se passe. Oui. Puis toute notre vie, on nous a appris, comme tu disais tout à l'heure, à être plus efficace, à en faire de plus en plus, avoir des enfants, donner le plus qu'on peut à nos enfants, à notre conjoint, à notre travail. Donc, on en fait toujours de plus en plus, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on soit presque malade, malade émotivement, psychologiquement, probablement physiquement à un moment donné aussi. Donc, apprendre à ralentir au moment où c'est devenu trop, c'est très difficile. Là. C'est comme ralentir une voiture ou un train qui est parti à toute allure et qui est chargé au maximum. Là. Ça prend des freins de la mort pour arrêter tout ça. Là. C'est difficile. Surtout quand on a été habitué à fonctionner comme moi je l'ai été davantage en faisant confiance à mon côté cérébral, donc de réfléchir toujours avec ma tête. Donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai intitulé mon livre « Entre la tête et le cœur ». C'est ce désir-là de mettre
ma raison, donc ma tête, ce en quoi je fais confiance, au service de mon cœur. Ouais. Donc, mon côté cérébral, je peux pas dire qu'il ne sera plus là. Il va être toujours très fort en moi. Il faut que j'accueille ça. Ouais. Par contre, ce que j'ai dû apprendre à faire, c'est apprendre le temps de me connecter à autre chose. Et vous saviez que l'humain, c'est documenté dans la médecine depuis très, très, très longtemps, mais ça vient de ressortir là, dans les écrits de plus en plus, c'est que l'humain a 3 cerveaux. Oui. Des cerveaux avec vraiment des neurones. Donc, il y a Oui. le cerveau de la tête qu'on connaît déjà. Oui. Il y a le cerveau viscéral Oui. dans l'estomac et il y a le cerveau du cœur qui a Oui. lui aussi des neurones et qui prend des grandes décisions pour notre corps. Donc, quand on dit « je prends une décision avec Mes tripes. avec mes tripes et je prends une décision avec mon cœur », bien, tout à fait, on a des sièges de décision, là, mais c'est beaucoup plus facile pour l'humain de croire qu'on a un seul siège de décision. C'est beaucoup plus logique et facile Ouais. à prendre comme concept. Donc, apprendre à écouter son cœur, pour moi, ça a pris beaucoup de temps. Donc, ça m'a demandé, Oui. justement, de... Comment on fait ça? Parce que c'est un peu le processus que tu expliques, Pascal, dans ton livre, mais comment on fait ça quand on nous a appris depuis l'enfance, là, t'es pas la première. Donc, qu'on nous a appris depuis l'enfance à penser avec notre tête et c'est un peu mépriser les émotions. Hein? Oui. Quand on est sensible, on se fait dire régulièrement, pas nécessairement quand on travaille à la radio, on est content quand on est des artistes, qu'on côtoie des artistes à la radio, mais si on travaille dans un domaine comme la gestion, on se fait dire, mais t'es trop sensible, ou quand c'est des considérations extrêmement importantes pour la gestion des ressources humaines, de prendre en considération la sensibilité, les intérêts des autres. Donc, c'est très, très important au niveau de la gestion des groupes et des ressources humaines dans une entreprise. Donc, comment on fait avec ce sentiment de malaise qu'on ressent, comme on l'a dit un petit peu plus tôt, si on a l'impression qu'un changement s'impose dans notre vie, là, parce qu'on a presque mal au cœur, là, tellement qu'on souffre en silence d'une injustice ou d'un déséquilibre dans notre vie. En tout cas, on le sent comme ça, mais on n'arrive pas à l'identifier clairement. On vit un inconfort peut-être et professionnel et personnel, parce que souvent, on vit un inconfort au niveau des 2 situations. Si on est déconnecté quelque part, ça se reflète aussi dans le milieu du travail. Donc, on a besoin de faire le point par où on commence. En fait, en coaching, ce qu'on fait, c'est d'emmener un client dans une posture réflexive. Donc, la posture réflexive, ce que c'est de prendre la hauteur sur soi, de se regarder dans l'action. Donc, c'est la même chose. On peut le faire soi-même, donc pas nécessairement accompagné par un coach ou par un professionnel. Donc, de se regarder dans l'action. Donc, ça, c'est ce que ça veut dire, c'est que premièrement, connecter, puis l'émotion, elle vient par le corps. Donc, une émotion, c'est ton corps qui t'indique, comme un tableau de bord ou un système d'alarme, qu'il se passe quelque chose. Donc, la première connexion à faire, c'est de s'arrêter puis de se demander, mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps? C'est pour ça que le yoga, pour moi, a été vraiment extrêmement utile, parce que ça m'a donné ce moment-là pour m'interroger sur ce que je vivais physiquement. Donc, l'émotion peut survenir, par exemple, à travers une boule dans le ventre ou les épaules qui sont serrées ou un mal de tête, par exemple. Donc, examiner ça. Donc, partir à l'aventure de son propre corps et d'examiner qu'est-ce qui est là pour moi. Ensuite, on traduit l'émotion en sentiment. Donc là, on y met un mot, on y met une étiquette. Donc, je me sens irritée, fâchée, triste, etc. Et à la base, en tant qu'humain, on remplit toujours des besoins. C'est ce qu'on fait 24 heures sur 24. On remplit des besoins. Donc, le sentiment, c'est comme un système d'alarme qui nous dit « Ah, il y a quelque chose qui requiert notre attention. » Et ce quelque chose-là, c'est un besoin. Donc, ce besoin-là, est-ce que c'est un besoin de reconnaissance? Est-ce que c'est un besoin d'accomplissement? Est-ce que c'est un besoin de contribution? Qu'est-ce qui est là pour moi maintenant? Donc, ça, c'est la première étape. C'est vraiment de se faire un check-in, on pourrait dire, à soi-même. Donc, de prendre le temps de le faire
Ça peut être, moi je parle de yoga, je parle de méditation. Il y en a qui me disent qui utilisent certaines activités physiques qu'ils aiment pour faire ça. Donc l'important, c'est de se trouver un moment pour le faire. Donc, on reconnaît notre émotion, notre sentiment, mais là, c'est quand même un travail qui peut demander un peu d'aide extérieure, oui, à savoir si c'est de la reconnaissance dont on a besoin. Ça peut être de la reconnaissance, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont interpellés par ça, spécialement les gens qui travaillent dans des entreprises ou qui travaillent au niveau de la gestion et qui sont un peu dans l'ombre et qui sont au soutien d'une organisation. Souvent, c'est la personne au-dessus pour lequel ou laquelle on travaille qui récolte les lauriers et la personne en dessous, plus ou moins. Donc, peut-être que ça, le manque de reconnaissance, c'est présent pour beaucoup de gens. Le manque finalement de se donner à soi-même ce que vous avez dit tout à l'heure, ce que tu as dit tout à l'heure, un besoin de développement personnel. Ça peut être de travailler dans une sphère ou de faire quelque chose qu'on a envie de faire depuis longtemps, comme de faire de la peinture, et de mettre ça toujours de côté parce qu'on met toute l'énergie par rapport au travail. Donc, comment arriver à définir l'importance à ce moment-ci, quand on a défini que oui, c'est un manque de reconnaissance, mais oui, c'est aussi un manque de développement d'un autre aspect de notre vie. Comment on peut rééquilibrer les choses? Comment on peut se donner la permission de le faire? Il y a deux autres choses que peut-être ce serait important de mentionner. Les valeurs. Parce que les valeurs, c'est ce qui guide toutes nos décisions. Et les valeurs, c'est vraiment viscéral. On les porte en nous, puis on se rend pas toujours compte qu'on prend nos décisions basées sur nos valeurs parce qu'elles sont tellement ancrées en nous. Mm-hmm. Mais ces valeurs-là, on dit qu'elles changent à chaque 7-8 ans environ. OK. Donc, souvent, quand on vit des changements de vie, c'est parce que ces valeurs-là, justement, nos valeurs prioritaires ont changé. Donc, c'est un super bel exercice à faire, de s'arrêter puis de se demander quelles sont mes valeurs, quelles étaient mes valeurs dans le passé, est-ce que j'ai des valeurs changeantes, est-ce que j'ai des nouvelles valeurs maintenant, comme par exemple, peut-être que dans la vingtaine, j'avais une valeur très forte de sécurité financière qui m'a amené à prendre certaines décisions sur ma carrière. Et on voit ça souvent aux alentours de la quarantaine, de la cinquantaine, d'autres valeurs qui émergent. La liberté, l'aventure, la contribution. Donc là, on se demande, qu'est-ce qui se passe avec moi? On dirait que j'ai toujours été tellement appelée par performer à mon travail. J'ai toujours été super impliquée, engagée, puis on dirait que tout d'un coup, ça me dit plus rien. Donc ça, c'est souvent un chiffre de valeur, comme on dit. Fait que ça, c'est un bel exercice à faire que je recommanderais vraiment à tout le monde qui est en inconfort de faire. Oui. Alors, trouver ces valeurs, c'est quand même assez difficile à faire. Alors, comment on peut procéder pour trouver nos valeurs importantes? Un bon outil, c'est de regarder il y a certains livres aussi qui existent dans la littérature, et de se demander, de penser aux grandes décisions qu'on a prises dans un passé assez rapproché, par exemple dans les derniers 6 mois, les grandes décisions qu'on a eu à prendre. Qu'est-ce qui a fait que j'ai pris cette décision-là? Qu'est-ce qui m'a amené du côté favorable ou défavorable de cette décision? Et c'est sûr que c'est guidé par nos valeurs. Donc, ça peut nous donner un indice. Puis quand on disait tout à l'heure de s'observer dans le quotidien, bien justement, comment est-ce que je fais mes choix? Donc, à chaque jour, on a des dizaines de choix à faire. De s'arrêter, de se poser la question, qu'est-ce qui a orienté chacun de mes choix aujourd'hui? La réponse est probablement liée à nos valeurs personnelles. Oui, super. Donc, mon Dieu, que ça passe vite, cette entrevue. Pascal, ton livre, comment tu l'as structuré là, pour les auditeurs qui nous écoutent? Comment ça peut les aider, ce livre qui nous invite à voyager à l'intérieur de nous-mêmes pour s'accueillir, pour s'accepter? Alors, comment tu le voulais? Comment tu l'as structuré? Oui, je l'ai structuré, puis c'est une bonne chose que vous le mentionniez, parce que des réflexions, bon, c'est intéressant, mais dans mon esprit de cartésienne, il fallait que je donne une certaine structure à cette œuvre-là. Et puis, j'ai découvert, il y a quelques années, Le voyage du héros
Il y a des gens dans le milieu du coaching qui connaissent un peu parce que ça a été emmené dans le coaching PNL un petit peu. Donc, le voyage du héros, en fait, ça a été emmené dans la littérature par Joseph Campbell, qui est un mythologue. Joseph Campbell a écrit un livre qui s'appelle « Le héros aux 1000 visages », qui parlait des mythes, parce que lui, c'est un mythologue, donc il s'intéresse aux histoires dans le monde. Et il a réalisé que toutes les histoires de toutes les cultures suivent la même logique, les mêmes étapes. Donc, le héros passe à travers toujours les mêmes 12 étapes. Et il y a un psychologue dans les années 70, je crois, qui a repris ça, puis il a dit « Ah, c'est super intéressant parce que l'humain, quand il passe à travers un voyage initiatique, donc un voyage intérieur, vit ces mêmes étapes. » Donc moi, ça m'a beaucoup interpellée parce que quand j'ai lu la séquence du voyage du héros, c'était exactement les séquences dans lesquelles j'étais passée dans ma période de transition, pas seulement la dernière, mais toutes mes périodes de transition. Oui. Oui, et autant un changement personnel, les changements que je vivais au niveau corporatif avec mes clients. Donc, on passe toutes à travers ces mêmes étapes-là. Donc, je les ai restructurées dans 10 étapes qui sont décrites dans mon livre. Donc, ce voyage du héros-là devient un guide à travers lequel on peut suivre notre démarche de changement. Puis c'est très rassurant de voir que il y a certaines étapes qui sont, on pourrait dire, normales dans une démarche de changement comme ça qui est intérieure. Oui, et en lisant le livre, on se dit « Ah, bien ça, c'est déjà fait. J'ai déjà fait cette étape-là. Oui. » On se situe dans le processus. Exactement. Ça, Tout le monde se retrouve dans exactement. ce processus. Et c'est là que c'est rassurant. Donc, un bel outil, je pense, pour les gens qui nous écoutent en ce moment, qui sont en période de changement. On l'a dit tout à l'heure, là, si vous avez l'impression qu'il y a un changement qui s'impose dans votre vie, là, que vous ayez 50 ans, même avant, bien évidemment, mais que vous ayez 50 ans ou 70 ans ou même 85 ans, c'est encore possible de changer des choses dans votre vie. Alors, vous vivez un inconfort dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel, si vous travaillez encore, ou personnel, il y a des choses à faire. Ne vous voyez pas comme une victime. Faut négocier avec les circonstances, parce que souvent, ce sont les circonstances qui font des victimes, effectivement, mais il faut se relever et ensuite, quand on se relève, on n'est plus une victime, on est un héros comme c'est dépeint dans le livre de Pascal Dufresne. Alors, Entre la tête et le cœur, chez Béliveau Éditeur, un livre qui va nous faire réfléchir et nous faire du bien, certainement. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup, Diane. Ça fait avec un grand plaisir. la